Je voudrais saluer les amis et les hommes politiques, les personnalités politiques qui sont venus ici. Je remarque les personnalités de haut niveau du parti Foscori pour un Bénin émergent. Je les salue avec beaucoup d'amitié et avec beaucoup de patriotisme. Mesdames et messieurs, Monsieur les responsables nationaux, départementaux, les responsables des structures du parti, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le vice-président, l'honorable Jules Yanvok, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, chers invités. Je voudrais commencer, je vais utiliser deux citations tout au long de cette déclaration. Premièrement, je vais commencer par une citation de Karl Marx, et puis je vais terminer par une citation d'Espoir de Confucius. Sur Karl Marx, je voudrais retenir ses notes sur l'histoire, sur les leçons de l'histoire. Je le citerai. L'histoire se répète tout d'abord comme une tragédie, et après comme une farce. Fin de citation, Karl Marx. Je voudrais avant tout propos saluer votre présence ici, cet après-midi. J'ai pris l'habitude de m'adresser à vous chaque fois que je pressens la nécessité de le faire au nom de l'intérêt général. Notre pays amorce un virage délicat et ceux qui le gouvernent en ce moment ne me paraissent pas en train de mesurer toute la gravité de leur propension suicidante à se croire, au nom de la prétendue toute-puissance de l'argent, tout permis en système de démocratie moderne fondé sur les exigences de l'état de droit. La corruption des lois, déjà décriée par Montesquieu, et avant lui par Aristote et bien d'autres, la corruption des lois par abus de la vénalité pathologique des législateurs, nos législateurs, la plupart, soumis par l'ignorance, la nécessité et la coadise, expose à suffisance comment le pouvoir de la rupture fait basculer la démocratie et l'état de droit en un régime despotique de type plutocratique par l'instauration d'un état de loi caractéristique d'un pouvoir autocratique. Il y a une confusion entre état de loi et état de droit qu'il convient de dénoncer afin de nous en prémunir. Lorsque les lois ruinent les valeurs, nuisent aux valeurs, lorsque les lois nuisent aux principes et aux droits fondamentaux de la personne humaine, l'État qui s'en prévaut cesse d'être un État de droit. Un tel État qui se fonde sur des lois iniques, injustes, incongrues et inapplicables perd dans cette condition le statut de démocratie moderne et d'État de droit. Nous sommes dans un tel cas actuellement en République du Bénin. C'est face à cette évidence, suite à la déclaration faite par le chef de l'État, M. Patrick Talon, le 6 mars 2019, et après l'évaluation de la stratégie de pourrissement que déploient actuellement les relais parlementaires du pouvoir de la rupture, que je voudrais m'entretenir avec vous sur l'impasse électorale et la crise politique qui en est conséquente. J'évoquerai avec vous les limites interdites de franchissement par l'article 66 de la Constitution. Je réitérerai l'appel à la rencontre de l'ensemble de la classe politique en vue de solutions consensuelles ou une sortie de crise apaisée. Je finirai par nous rappeler, et le secrétaire général, l'honorable Mitokwe, l'a dit, je finirai par nous rappeler que le choix de ce jour, 27 mars 2019, est pour marquer l'an 2 de mon retrait volontaire du gouvernement
ce que les gens appellent démission, et de l'équipe de la rupture, j'inscris mon action de ce jour, de cet après-midi, comme un nouvel avertissement dans la même ligne sacrificielle du 27 mars 2017 que j'ai adopté. Le contexte actuel. La majorité parlementaire soutenant le pouvoir Patrice Talon a poussé au vote les yeux fermés des lois inopérantes, gorgées d'incongruités, donc inapplicables. À la mise en œuvre de la loi sur la réforme du système partisan et celle sur le code électoral, ces deux lois ont conduit à une situation d'impasse électorale. L'opposition appelle à une concertation de la classe politique en vue de solutions consensuelles. Le président Patrice Talon esquive un complot de retour à un parlement de type ANR pour les plus jeunes, Assemblée nationale révolutionnaire sous le parti unique PRPB. Un tel complot est ourdi par le pouvoir de la rupture avec Patrice Talon lui-même à la manette. La Sénat, vous l'avez vu, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi, a été contrainte visiblement à prêter faveur aux seules deux formations politiques de Patrice Talon, érigées par obscurantisme d'État en parti politique. Et par enchantement, ces deux seuls désormais partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, sont qualifiés pour prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019. Toute l'opposition est exclue. Tous les partis politiques estimés hostiles à Patrice Talon disqualifiés. Une crise politique s'installe. La communauté de la CEDEAO est saisie. Le 6 mars 2019, le président Patrice Talon reconnaît l'impasse et appelle dans une déclaration publique à une sortie de crise. Mais dans les faits, il choisit la voie du pourrissement et de l'enlisement. Et pour cause, il confie au président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mungwedi, le dénouement de cette crise, feignant d'ignorer, lui Patrice Talon feint d'ignorer, le rôle que celui-ci, Maître Mungwedi, a joué dans les votes des lois inapplicables qui plombent actuellement l'organisation apaisée des élections législatives du 28 avril 2019. Il ne rappelle pas à l'ordre ni les membres de son gouvernement qui continuent de déclarer que seuls les deux partis politiques du président Talon prendront part aux élections législatives du 28 avril 2019. Il ne rappelle pas également à l'ordre ces députés du BMP qui se déclarent qu'il n'y aura jamais consensus et se déclarent véhément hostiles à toute solution consensuelle de sortie de crise. Et ça traîne depuis le 6 mars 2019. Pourtant, tout le monde reconnaît qu'il y a urgence. L'opposition, dès le 18 février 2019, ne cesse d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le coup de force planifié et en cours d'exécution au Bénin contre la première démocratie pacifique en Afrique. Une démocratie pacifique, la toute première sortie des conférences nationales chez nous en Afrique. La responsabilité personnelle de Patrice Talon est engagée contre l'ordre républicain et démocratique hérité de la conférence nationale de 1990. Voilà le contexte. C'est ce contexte. Et je rappelle, parce que quand nous allons quitter ici, il y aura des esprits qui vont travestir nos pensées, feignant de ne pas comprendre ce qui se passe. Quel est le contexte? Le contexte, c'est que le processus électoral est lancé, le corps électoral est convoqué, et en plein déroulement du processus, le gouvernement, le pouvoir de la rupture, vicie, change les règles du jeu, introduit une pièce illégale qui n'existe pas, et à partir de là, sème le trouble dans le processus. Le contexte, c'est quoi? Les forces de l'opposition ont alerté l'opinion
C'était à l'hôtel Azalaï, le 18 février. Non seulement ils ont alerté l'opinion nationale et internationale, mais les forces de l'opposition ont envoyé la déclaration de l'hôtel Azalaï au chef de l'État le 19 février. Et ont demandé au même chef de l'État, M. Patrice Talon, de réunir la classe politique à l'effet de trouver une solution consensuelle, apaisée, de sortie de crise et d'impasse. Nous rappelons tous ces faits. Qu'est-ce que nous avons préconisé? Nous parlerons de la méthodologie. Concertation en point 1, concertation de la classe politique dans la configuration opposition-mouvance à l'effet de la réalisation d'un large consensus sous la médiation d'une personnalité indépendante et crédible. Traduction à l'Assemblée nationale du consensus obtenu en acte législatif par l'adoption de nouvelles lois garantissant des élections inclusives et dans un climat apaisé. Prise d'actes réglementaires conformes aux exigences du consensus obtenu. Mise en place d'un mécanisme de suivi et de facilitation de mise en œuvre des mesures arrêtées par la feuille de route du consensus qui a force de loi, qui a force exécutoire, j'allais dire. Voilà ce que nous avons proposé. Ce que nous avons proposé n'est pas compliqué. C'est pourtant simple. Dans tous les pays du monde, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est ce que les tests internationaux auxquels nous sommes partis, le Bénin est parti, ont préconisé. La solution était simple. Nous étions, rappelons-le, nous étions déjà le 18 et le 19 février. Et nous étions le 6 mars au plus tard. Dans le fond, nous avons préconisé qu'il y a une identification des éléments d'exclusion, ce que nous appelons les éléments excluants. Et nous allons les évoquer devant vous. Éléments excluants. Le risque de retour à la pensée unique par l'initiative de deux partis politiques par le président de la République, M. Patrice Talon, est un élément excluant. Parce que, comment comprendre que le chef de l'État initie, promeut et encourage deux partis politiques lui seul, à deux visions contradictoires? Vous savez, il ne faut pas qu'on abuse de l'ignorance et de manque de culture qui existe, hélas, dans une large partie de nos populations, et aussi, et c'est curieux, parmi la classe politique et parmi les intellectuels, ou ceux qui se disent intellectuels. Personne ne peut avoir deux visions contradictoires de la politique. Si vous êtes dans un pays où le chef de l'État a deux visions contradictoires de la politique, il devient un démiurge ou un homme qu'on ne comprend pas. Comment il peut promouvoir un parti de type républicain, donc nationaliste, libéral, et un parti de type progressiste, donc démocrate, socialiste, l'un de droite, l'un de gauche? Si vous ne voyez pas clair dans cette manie, vous ne comprendrez pas qu'il s'agit là d'un élément excluant et grave. Parce que l'exclusion qui va être provoquée par le fait que le chef de l'État veut à lui seul occuper l'espace politique et s'arroger à la fois la majorité et la minorité, c'est l'exclusion totalement des autres idées, des idées différentes. La création et la promotion de deux partis par le chef de l'État est un élément d'exclusion des autres formes de pensée. Il faut l'analyser comme ça, et c'est comme ça. La preuve, vous découvrez que les deux seuls partis du chef de l'État vont former les 83 sièges. C'est où? C'est en Corée du Nord? C'est dans quel pays? Plus aucun pays ne fait plus ça. Aucun, ça n'existe plus. Donc, parmi les éléments excluants, le premier élément est le risque de retour à la pensée unique par l'initiative de deux partis politiques par le même président Patrice Talon. Les partis blocs républicains BR et Union progressiste UP sont la création du président de la République, M. Patrice Talon. En réalité, il s'agit de deux sections figurées d'un parti unique déguisé et fantôme érigé sur les socles du BNP. Nous sommes dans le cadre d'un parti-État de type nouveau.
il faut interdire de telles pratiques visant à la falsification du système partisan et à une fausseté du jeu démocratique. Aucune personne ne doit promouvoir ni créer plus d'un parti politique. Le BR, Bloc républicain, et l'UP, sur ces faits, doivent être dissous. Il faut les dissoudre. Parce que c'est des partis du mal. Il faut les combattre et les dissoudre. Il ne peut pas exister. Si nous sommes lucides, si nous sommes des gens d'un niveau de culture politique, intellectuelle, même morale simplement, nous ne pouvons pas accepter qu'un chef d'État crée deux partis à lui seul et les impose à la classe politique. En le faisant, c'est-à-dire, je vais repréciser ma pensée, si vous ne détruisez pas, si vous ne vous levez pas pour qu'on détruise ces deux partis, le risque est le contrôle par une seule fraction politique et de l'espace réservé à la majorité et de l'espace réservé à la minorité, c'est-à-dire à l'opposition, mais ceci au profit d'un seul homme, le promoteur de ces deux partis, ici Patrice Talon. Beaucoup ne perçoivent pas la gravité, mais toute la gravité est là. Le sens même du combat que nous allons faire est là. Ma présence ici ce soir est là. Nous sommes dans le cadre d'une confiscation du pouvoir législatif par Patrice Talon, par le truchement d'une parodie électorale, qui se met en perspective, qui est en projet. Lorsque j'ai écouté certains, même des professeurs, ceux qui disent professeurs agrégés, je ne sais pas comment ils obtiennent leur agrégation. Et cela me rappelle un auteur, dont bizarrement, j'ai oublié le nom, qui dit que parfois, il faut prendre des intellectuels comme les imbéciles jusqu'au moment où ils vous prouvent le contraire. Lorsqu'ils finiront par affirmer la science dont ils s'affirment être des intellectuels. Comment des hommes peuvent dire que lorsque deux partis fabriqués par un seul et même individu, le chef de l'État, iront à une élection, que ces élections sont transparentes? Est-ce qu'il y a la même élection? Il n'y a pas d'élection. Il vaut mieux nous dispenser de ces milliards pour créer des écoles, créer de l'emploi, faire de l'agriculture. Qui on veut tromper? Lorsque les BR iront aux élections et contre les UP. Ça veut dire quoi? C'est la confiscation de l'espace de tout le Parlement. C'est le vol du pouvoir parlementaire. Vous devez comprendre que le pouvoir législatif est en train d'être volé, confisqué. Lorsque vous n'allez pas vous lever pour demander la destruction de ces deux partis et l'interdiction à Patrice Talon de créer deux partis à lui seul. Deuxième élément d'exclusion. Le premier élément, c'est ça. Deuxième élément, le certificat de conformité. Le certificat de conformité est inventé pour aider les formations politiques, Bloc républicain et Union progressiste, à franchir le cap de l'article 19 de la charte des partis politiques et pour confisquer le récépissé des partis politiques de l'opposition, bénéficiaires pourtant des dispositions transitoires de l'article 56 de la même loi. Beaucoup ne comprennent pas. J'ai aussi écouté des gens qui ont dit, à la suite des explications totalement erronées de Patrice Talon à la présidence, dit oui, les partis de l'opposition, certains partis ne sont pas capables de se conformer, ils n'ont qu'à aller se conformer. Se conformer à quoi? À l'inexistant? À quelque chose qui est fantomatique? Comment je peux me conformer à un acte de fantôme? C'est impossible. Le certificat de conformité, rien ne s'appelle comme ça. Souvenez-vous, lorsque Patrice Talon lui-même, à la présidence de la République, a tenté d'expliquer la mise en conformité. D'abord, il s'est fourvoyé d'abord si c'est l'article 56 ou l'article 16. J'ai été obligé de lui dire l'article 16 parce que j'ai étudié la loi par cœur. J'ai mis la loi par cœur. J'ai été obligé de lui dire, Monsieur le Président, c'est l'article 16. Souvenez-vous de cette image choc qu'il faut enseigner dans les écoles de contradiction politique entre lui et le député Éric Koundété. Le chef de l'État, voyant l'article 16,
au moment où il cherchait l'article 16, et que le député Éric Ngoété lui donnait des explications, avez-vous vu comment il est sorti de lui-même en disant, vous mentez, cessez de mentir. Je regardais la réaction de Éric Ngoété et j'avais les images des polémiques politiques que j'ai sur la Grande-Bretagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Je me demandais s'il pouvait réagir promptement. Mais j'ai vu quelqu'un qui a réagi promptement. Il a dit, non, monsieur le président, je ne mens pas. Cherchez. Si vous trouvez ce que vous êtes en train de dire dans le texte qui est devant vous, je prends mes affaires, je sors. Ça doit être enseigné dans tous les débats contradictoires entre hommes politiques. Mais le chef de l'État a fait quoi? Il n'a plus été capable de lire ce qu'il reprochait à Éric Ngoété. En réalité, le chef de l'État ne comprenait même pas la loi. Il a venez ici quand on m'agit, vous sortez de cette conférence, vous irez en prison. Écoutez, j'ai dit mon âge me permet d'aller en prison. Ce n'est plus l'âge d'un fugitif. C'est fini. Quiconque veut m'arrêter, je lui tendrai mes bras. Et n'oubliez jamais, je suis un philosophe. Je suis de l'école et de l'adresse des grands de ce monde qui, au nom de la vérité de leurs convictions, ont accepté de boire la ciguë. Je pense à Socrate, ont accepté de s'éclater les veines. Je pense à Sénèque, sur qui j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai peur de personne. Je vous dis la vérité. Le prix de la vérité, je connais. On paye la vérité. On en paye personnellement. Je n'attends rien de personne. La République, le 25 février, le chef de l'État a montré qu'il ne connaît pas la loi qu'il a promulguée. Et il est allé jusqu'à dire, alors que l'article 16 parlait de 15 membres fondateurs au moins, le chef de l'État est allé dire, non, vous pouvez mettre 15 membres seulement. Il n'est pas la loi. Et j'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent, et je détiens cela d'un de mes maîtres, qui m'a conseillé, si on vous demande, si un chef vous demande de lui écrire des lois, écrivez-lui des lois. Mais s'il vous demande de l'écrire, lui, en loi, refusez de l'écrire en loi. Parce qu'il ne peut pas être une loi. Un homme ne peut pas être une loi, sauf Dieu. Patrice Talon n'est pas la loi. Il ne peut pas être la loi. Et il n'est même pas l'interprète authentique de la loi, dans le cadre de notre Constitution. Donc ceux qui toujours nous ont taxés d'incapables ne comprenaient rien. Je vais sortir de mon texte pour vous dire, parce que dans l'invitation, j'ai parlé d'une déclaration commentée. Vous aurez le texte après. Ceux qui pensaient que nous n'étions pas capables, je vais vous faire un aveu, pas une confidence. Vous savez combien nous avons dépensé pour nous mettre en conformité, pour faire nos dossiers? Nous avons fait 32 millions. Oui. Nous avons sorti 32 millions de francs CFA. Nous n'avons pas dormi. Nous avons pris tout le temps. Ce qui se passe contre nous est un péché. C'est un crime. C'est un acte de délinquance administrative au sommet de l'État. On ne peut pas tolérer. Il n'appartient pas à Patrice Talon de choisir qui seront partis politiques et qui ne le seront pas. J'ai été jeune, à moins de 17 ans. J'ai vécu dans la clandestinité, j'ai fait le combat de mon âge et de mon époque. J'ai été à la conférence nationale. Je ne vous dirai pas mes parcours dans les centres de formation, quand j'étais jeune, un peu partout en Afrique. Vous devez vous lever pour dire c'est de l'injustice. Et cela ne vous paraît pas curieux que ce soit au Bénin, les seuls partis de Patrice Talon qui soient éligibles. Ce n'est pas bon. Je disais que le certificat de conformité est un élément excluant.
s'est inventé pour donner vie au bloc républicain et à l'Union progressiste qui ne devait même pas exister parce qu'elle est incapable de franchir les obstacles de l'article 19. C'est aussi inventé pour détruire l'avantage de l'article 56 qui était l'avantage que confère la loi aux partis politiques anciens. Le 14 février 2019, le ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia, avait de la peine à justifier le certificat de conformité. Vous vous souvenez dans une vidéo célèbre, et il parlait que si normalement on devait laisser les choses aller normalement, aucun parti politique n'était en mesure de franchir le cap de l'article 19 de la loi, jusqu'à arriver au cap, à la limite de l'article 20, où on doit avoir le statut juridique définitif. Et il a dit, ce qui est grave, que c'est pour aider les partis politiques qu'il y a eu l'invention du certificat de conformité. Cela montre qu'il y a une collision entre la Cour constitutionnelle et eux. La Cour constitutionnelle fait du favoritisme et n'assume pas son indépendance et sa neutralité, a dit l'authenticité de son action et de sa mission. C'est ça ce qu'on peut déduire de la déclaration de M. Saka Lafia faite le 14 février devant la presse. Alors, les réformes projetées sous le couvert de la charte des partis politiques et du code électoral sont des alibis pour ourdir la décapitation du pluralisme et pour l'instauration du monolithisme politique de triste mémoire. Nous devons tous nous lever contre ça. C'est juste un complot. La démocratie gêne, Patrice Talon, ça gêne la rupture. C'est triste. Alliance, mes alliances. Il n'y a pas de politique sans combinaison. Les Espagnols latinos disent combination. La politique est un jeu d'alliances et de désalliances. Alliances et désalliances. Comment vouloir faire la politique en excluant, lorsqu'on exclut les alliances entre partis? Les États-Unis peuvent-ils exister? La France peut-elle exister? La Grande-Bretagne, l'État d'Israël, un peu partout dans le monde? Seul dans les régimes de type nord-coréen, on peut refuser les alliances entre partis politiques. Ça n'existe pas. Mais voilà que, ici, on supprime les alliances entre partis politiques. Je pense que la politique est essentiellement fondée sur le groupe alliances et les alliances. La dialectique entre les combinaisons d'idées, de visions, est fonction des rapports de force à travers les équilibres entre jeu et enjeux politiques sur l'échiquier politique. Interdit les alliances. Qui s'agène des alliances? Alors qu'on interdit des alliances, on crée deux partis qui se réunissent chez le même chef d'État. Il faut quoi alors? Pourquoi dans une même république? Au sens de John Rawls, la république au sens de John Rawls, c'est-à-dire même rayon, pouvoir au centre, rayon équidistant entre chaque citoyen. Nous sommes égaux devant la loi. La République n'est propriété de personne. Personne n'a le titre foncier de la République. C'est pour ça que ça s'appelle res publica, la chose publique. Donc, nous ne pouvons pas admettre qu'on dresse, on ruine le substrat de la politique en démocratie moderne que constitue le groupe Alliance des Alliances. Instituer le refus de l'alliance et une exclusion. J'en viens à l'article 242. Mais l'article 242 est bizarre. D'abord, c'est un article illisible. Ce qui est illisible est incompréhensible. J'ai suivi les spécialistes du droit, Prince Agodian, les meilleurs que nous avons, Joël Aïvor, professeur Philippe Noudianoumé, Lalayère, et j'en oublie des plus illustres, je ne veux pas citer une qui a manqué cruellement à son obligation de réserve, étant conseillée à la Cour suprême, elle se permet de parler. Où est l'obligation de réserve? L'obligation de réserve astreint
le conseiller à la Cour suprême, qui a prêté serment de réserve, qui doit connaître des actes administratifs, qui peut être déféré devant lui. Donc le débat sur les lois de l'État. Un tel conseiller ne peut pas prendre une position publique aussi longtemps qu'il siège au niveau d'une des chambres de la Cour suprême. Que ce soit en tant que juge ou conseiller ou n'importe quel membre. Mais j'en ai écouté qui visiblement, je la laisse parce que je n'aime pas trop critiquer les femmes en public. Alors, je reviens à l'article 242. L'article 242 est la falsification de la représentativité. Hormis l'illisibilité de cet article par ceux-là même qui l'ont inspiré, c'est l'illogisme du seuil de 10% au plan national qui vide le code électoral des exigences que sont l'équité et la justice, sans lesquelles aucune disposition ne saurait être érigée ou ne saurait acquérir le statut de loi. L'imposition du seuil de 10% est une source potentielle de vol aux électeurs concernés du suffrage exprimé par eux, avec le risque de l'instauration d'une démocratie à représentation injuste, tronquée et faussée. Ce que je dis là, malgré le français que j'ai mis un peu au bas niveau, je voudrais vous l'expliquer. On élit quelqu'un à Crévier. Cette personne est élue à Crévier. Et on dit que, parce que à Djara, il n'y a pas eu de performance de sa liste, cette personne ne siégera pas. Donc les populations ne verront pas les leurs qu'elles ont élus à Crévier, les populations ne verront pas cette personne. Et les populations verront qui? Celui que les populations ont hué, ont chassé, et celui qu'ils ont refusé dans les urnes. La démocratie, le moyen de la démocratie, dans les années 60, ce qu'on nous a expliqué, le moyen de la démocratie, c'est les élections. La démocratie représentative. Son moyen, c'est-à-dire son système même, son gicleur, c'est les élections. Si les élections sont falsifiées, si la représentation de l'élu ou de l'électeur sont falsifiées, c'est faussé. La démocratie aussi est falsifiée. Qui a pu leur mettre d'écrire ces choses dans une loi? Qui leur a enseigné ça? Quels sont les constitutionnalistes qui sont autour du chef de l'État? Sachant que lui, il est un privatiste. Il est un homme du privé. Il est un homme qui est dans une dimension de négation de l'État. Alors, les constitutionnalistes et les hommes politiques qui savent ce que c'est que le pouvoir public, la vertu de la puissance de l'État, doivent être à côté du chef de l'État pour lui dire non, ça là, ce n'est pas possible. Un chef d'État ne peut pas fonctionner qu'avec des courtisans. Un chef qui ne veut avoir autour de lui que des courtisans va sombrer. Donc, il est un problème. Cette clause de 10%, c'est une clause dangereuse. On ne peut pas le mettre. On ne peut pas mettre cette clause-là, mettre cette clause. Ce n'est pas possible. C'est un élément excluant. Nous avons dit ça. On ne peut pas accepter. Nous avons également un élément d'exclusion qui est quand même ridicule. J'ai posé la question au représentant du secrétaire général des Nations Unies, le doyen et très respecté, son Excellence Mohamed Ibn Chambas. Je lui ai dit de me dire, dans le monde, lui qui a beaucoup voyagé, qui a réglé beaucoup de crises, de me dire dans le monde, s'il y a un seul pays au monde, un seul pays dans le monde, dont la caution est 249 millions. Un seul. Ça n'existe pas au monde. Aucun pays n'a fixé son seuil. Une caution, c'est-à-dire le droit pour jouir du droit politique, c'est-à-dire ce qu'il faut pour jouir du droit politique, aucun pays ne l'a fixé à 249 millions. Donc, il y a une indécence de la caution de 249 millions. Il s'agit d'une indécence ridicule et avilissante. Il convient de ne pas nous divertir sur cette singularité mondiale qui renseigne sur la psychologie pathologique des auteurs de la sélection du droit électoral par la discrimination censitaire. Ici,
C'est l'intrusion de la perversion de l'argent avec le risque de l'instauration de l'apartheid électoral. Vous savez, en Afrique du Sud, mais c'est ça. C'est ça. Les riches peuvent être candidats. Les pauvres ne le peuvent pas. Mais pourquoi les pauvres iront voter pour les riches? Ils ne se sont pas posé cette question. Vous êtes pauvre, vous ne pouvez jamais être élu. Les riches disent, eux ils seront élus parce qu'ils ont l'argent. Mais pourquoi les pauvres vont-ils être contraints d'aller voter pour eux? Il y a une falsification, il y a une injustice. Il faut en débattre. J'ai été à la conférence nationale, j'ai souffert. Aucun argent, aucun privilège, aucun poste ne peut m'amener à faire tomber le sacrifice de mon jeune âge, de ma jeunesse. J'ai vu des jeunes de mon âge tomber sous le PAPB. J'en ai aussi des séquelles que je n'aime pas montrer. Ce n'est pas maintenant qu'on va me faire des attraits pour me faire distraire. Mon combat est pur, sans état d'âme et sans aucun gain en bénéfice que la satisfaction d'avoir compris et d'avoir été conforme à ce en quoi j'ai cru depuis mon enfance. Si par hasard, je devais, moi, mettre 249 millions pour aller jouer au casino électoral, je ne le ferai pas. Je préfère mettre ces 249 millions, les répartir en 24 circonscriptions et créer des entreprises pour les jeunes. Parce qu'avec 10 millions, je peux créer une petite entreprise. J'en créerai 24 avec 249 millions. Je prendrai les 9 millions pour faire le tour et les conseiller sur comment ils peuvent se prendre en charge. Je ne jouerai pas au casino électoral. J'ai souffert ma vie pour avoir la liberté d'aller aux élections, pour jouir du droit politique. Si ces droits sont mis en cause, je reprendrai mes combats, mes habits de combat. Je ferai le combat jusqu'où la providence me dira d'arrêter. Mais je n'accepterai pas ces choses. Que cela soit clair dans la tête de chacun. Donc ici, c'est l'intrusion de la perversion de l'argent avec le risque de l'instauration de l'apartheid électoral, sans aucun compte tenu du pouvoir d'achat très faible, caractéristique du Béninois dans sa large diversité d'une région à une autre, d'une catégorie sociale à une autre catégorie, et même au sein des mêmes classes sociales et des mêmes communautés. Même dans la même maison, nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. Moi, mon pouvoir d'achat n'est peut-être pas le pouvoir d'achat d'un de mes frères. Le pouvoir d'achat de mon grand frère est supérieur à mon pouvoir d'achat. Ainsi de suite. Vous savez, quel que soit l'état de la chambre, de la salle, je continuerai. Nous devons nous dresser contre une telle moquerie. La fixation d'une telle caution envers les plus pauvres, porteurs pourtant de la plus grande probité envers l'intérêt général. C'est les plus pauvres, les plus pauvres. C'est parmi eux qu'on trouve des porteurs de plus grande probité, de plus grand amour pour la patrie. Ce n'est pas parmi les autres compétents. Alors, je parlerai en petit 3. J'ai fini les éléments excluants. Les éléments excluants, je les ai cités. J'en viens maintenant à un autre point de développement, qui est la rencontre Soglo-Talon. Il faudrait en parler. Je ne suis pas un homme d'opacité. Je suis un homme de clarté, de transparence. Je veux que mes actions soient lisibles, explicables. Alors, j'ai voulu marquer un arrêt sur la rencontre Soglo-Talon. Il se dégage un contraste entre optimisme du président Soglo et pessimisme du double langage du plan Talon. Talon a accordé de recevoir le président Soglo à la demande du président Soglo. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas Patrice Talon qui s'est levé de lui-même et qui dit ancien Père Nicéphore Soglo, je voulais que vous me rendiez visite, je voudrais vous voir. Ce n'est pas comme ça.
c'est le président Soglo qui a demandé à rencontrer le président Talon. Comme ça n'existe pas. Le consensus est trouvé hors du Parlement. Le consensus doit être revêtu de postes exécutoires. Le Parlement est contraint de le traduire en loi et le vote à l'heure. Mais on dit à ceux qui sont les bourreaux des lois et de l'état de droit, on leur dit d'aller corriger. Ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est dans ce contexte qu'il y a eu cette rencontre. Malgré cette rencontre, qu'est-ce que nous observons? Nous observons le pourrissement de la situation, de la solution Mbedi. Pendant le même temps, nous observons un autre pourrissement qui est animé, entretenu par les turiféraires de Patrice Talon retranchés au sein du BMP et sous la mue prédatrice de la dictature de la majorité parlementaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces personnes se réfugient derrière la loi de la majorité et font un braquage et font obstruction au consensus et disent qu'il n'y a pas de consensus. On avait prévu ça. C'est dans ce contexte-là que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, après avoir été reçu à sa demande, nous fait une déclaration. Et je voudrais poser la question. Qu'en est-il de l'engagement fait par Patrice Talon et rapporté par Nicéphore Soglo? Et je cite le président Nicéphore Soglo. Il dit ceci, je le cite, ouvrez les guillemets. Deux points majeurs méritent d'être soulignés. Un, parlant du président Talon, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 1990. C'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai écouté. Deux, il a aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais la proposition de M. Gaillet, Monseigneur Gaillet, d'une loi d'amnistie en faveur de nos compatriotes actuellement en exil. Fin de citation. Nicéphore Dieudonné Soglo, déclaration sur la crise de la démocratie au Bénin, le pays des conférences nationales souveraines en Afrique, Cotonou, 21 mars 2019. C'est ça, cette déclaration. Même si pour être bien vu dans ce pays, le nôtre, nous devons nous résoudre à la sagesse des trois singes. Ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Même si c'est ça, je connais cette sagesse, même si c'est ça, parce que vous auriez souhaité que je ne parle pas de ça. Parce que c'est ça, on n'en parle pas. Il faut fermer la bouche, il faut fermer les yeux, il faut fermer les oreilles. Les trois singes. Heureusement, je ne suis pas singe. Même si pour être bien vu dans ce pays, nous devons nous résoudre à la sagesse des trois singes et que je dois laisser chacun à son examen de conscience, nous devons exiger de la présidente de la République une déclaration officielle sur ces engagements qui auraient été pris par le président Patrice Talon, tel que rapporté par Nicéphore Dieudonné Soglo. Une république qui se respecte. Lorsqu'on fait des rencontres de ce genre, dans une période de crise, à la sortie, le président qui a été reçu parle. Le président chez qui on est arrivé, il parle, puisque l'autre est plus âgé que lui. Ou à défaut, un haut fonctionnaire mandaté par la présidente de la République vient et fait une déclaration, une courte déclaration qui situe. Il n'y a rien eu. Le classement continue. Et nous en sommes là. Jusqu'à ce soir. Veille de demain. Et tout le monde se tait. Plus rien. Ni à gauche, ni à droite. Cela inquiète. Dans notre République, il faut des gens capables de questionner le fait. Pour faire vomir au fait la vérité. Mon rôle en tant que philosophe, en tant que politique, c'est ça aussi. Questionner les faits, bouger les faits, secouer ce que les faits ont dans le ventre comme vérité. Nous voulons la vérité. Si la présidente de la République n'intervient pas et ne parle pas, et que nous continuons comme ça, je ne crois pas à ce que le président Nicéphore Soglo a dit. Et je ne crois pas
que c'est ce qui a été dit là-bas qu'on nous a dit. Je crois qu'il a été dit plus. Je veux savoir ce qui a été dit. C'est mon droit de savoir. Mon droit en tant que Béninois tout court. Mon droit en tant qu'acteur politique. Mon droit en tant que quelqu'un qui a été consulté avant que la rencontre ait lieu. Quatrième point. Comprendre ce qui est en jeu et quel est l'enjeu. Nous devons comprendre ce qui est en jeu et quel est l'enjeu. Nous sommes dans un coup d'État mafieux au Bénin. Ce qui se joue actuellement est un coup d'État mafieux. Ici, l'argent remplace le Kalachnikov. L'argent remplace le Kalachnikov. Une excessive vénalité a réuni toute dignité, tout sérieux et toute crédibilité à la plupart des acteurs politiques. La déchéance du politique a atteint un pourrissement tel que j'ai l'impression me ronge de me résoudre à suspecter que chacun attend son prix pour rompre l'identité entre sa conscience, son être et son paraître. Les choses se déroulent comme si nous ne pouvons plus avoir confiance en personne. Comme si dans ce pays, personne n'est capable de résister à l'arrogance de l'argent. Personne. Que se passe? Que nous arrive-t-il? Nous sommes acteurs politiques. Nous devons aller au secours de la République. Et nous voilà incapables de résister à l'argent. Chacun attend un prix. Même si vous parlez avant votre second, vous le suspectez qu'il attend, il attend son prix pour vous lâcher. Quelle est cette histoire? Je ne comprends plus rien. Chacun attend un prix. Le prix, son prix, qu'on va fixer. C'est horrible. C'est horrible. C'est dans ce contexte-là que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans ce contexte grave. Quelqu'un a son prix, il est prêt à renoncer à rompre en sa conscience, son être et son paraître. C'est très difficile. Et c'est écœurant. À la limite, parmi le peu de crédibilité qui existe encore, beaucoup ne comprennent pas ce qui se joue. Ne désespérez pas pour autant, chers amis, chers invités, mesdames et messieurs les journalistes, ne désespérez pas pour autant. Parce qu'il existe encore un petit nombre de Béninois. Ces Béninois qui ont encore une certaine conscience et qui ont besoin de savoir ce qui se joue actuellement. Ce qui se joue actuellement, c'est le coup de poste en cours. Et ce qui est l'enjeu, c'est le pluralisme politique, la démocratie et l'état de droit. Certains esprits réducteurs ne s'efforcent pas d'examiner les faits sans les œillets des préjugés. D'autres peignent les faits au profit d'égarements fixés sur l'ignorance et l'inconscience. Il en existe qui ont fait le choix de n'orienter leur libre arbitre que sur le soutien 100% aveugle à tel ou le dénigrement 100% aveugle à tel autre. Le discours politique, le politique est discours. Mais pas n'importe quel discours. Le discours politique est exigence de pertinence. La pertinence en politique est éprouvée par la résistance aux exigences des valeurs et des principes inscrits dans le marbre de notre Constitution. Et là, je vais vous expliquer quelques petits concepts pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Qu'est-ce qu'un coup de poste? Beaucoup ne comprennent pas ce qu'est un coup de poste. Et je vais me référer, n'étant pas encyclopédiste, à un auteur, Maître Dolan Jean-Fils, qui a expliqué ce qu'on appelle coup de poste. Un coup de poste consiste en une opération qui vise, sans tenir compte des principes ou des procédures mises en place, à prendre le pouvoir ou à le renforcer. Un coup de poste consiste, sans tenir compte des principes et des procédures mises en place, à prendre le pouvoir ou à renforcer le pouvoir. Maître Dolan Jean. Nous avons cette expression de coup de poste dans l'article 66 de la Constitution. Et l'article 66 qui évoque un coup de poste la réprime encore. Et la qualité de coup de poste quelconque. L'organisation de fonctionnement ou de compétence des autorités constituées à tête dirigée selon un plan préconçu
et pour des raisons diverses, par un homme, par un groupe d'hommes, levé en un parti ou un corps dans le but soit de s'emparer du pouvoir, soit d'y défendre ou d'y renforcer sa position, soit d'entraîner une simple modification de l'orientation politique du pays. Un coup d'État se définit seulement comme étant un coup de force dans le but de s'accaparer du pouvoir politique en utilisant des procédures illégales. Au contraire, pour être établi. Cette définition, il faut les renvoyer à tous les membres du gouvernement, à tous les membres de la rupture, à toute la société. Dans le cas qui nous intéresse, c'est la corruption qui abuse de la cupidité et de la pénalité de la quasi-totalité de la classe politique de notre pays. Je n'oppose pas le coup d'État qui peut être armé. Lorsque le coup d'État est armé, on parle de putsch, on parle de coup d'État militaire. Je ne parle pas de ça, je ne souhaite pas pour notre pays, ce n'est pas l'objet de mon entretien. Et puis je ne sais pas ce qui se fait. Ce qui se fait est l'usage de coups de force pour transformer notre État démocratique en un État despotique. Nous sommes devant un hold-up. Et il faut l'expliquer. Car ce qui est en cours est le vote des législatives de 2019, des présidentielles de 2021, en passant par la mise en sac de la Constitution de 90, le vandalisme des élections communales, municipales et locales de l'année prochaine. Nous sommes devant un hold-up mafieux et rocambolesque sur la démocratie moderne, sur l'état de droit, sur les acquis du renouveau démocratique. Je vous l'avoue, nous sommes en train de vivre les derniers moments d'un Bénin état de droit, état de démocratie. Ce qui se joue est là. Patrice Talon veut faire un passage en force. S'il réussit à exclure tout le monde, s'il réussit à faire des élections, à désigner les 83 députés, écoutez, s'il dit que l'État va se coucher, l'État va se coucher. S'il dit de vous prendre la nuit, s'il dit qu'aucun taxi-moto ne passera sur les grandes voies, les pavés, il le fera. Puisque les 83 ne peuvent rien faire. C'est ça ce qui se joue. Ne croyez pas que nous parlons, nous sommes réunis pour des postes de députés, rien du tout. Ça ne me regarde pas, un poste de député. J'ai été 5 fois député, plusieurs fois ministre. Je ne cours pas derrière un poste de député. Mais je cours derrière la gravité de ce qui est le complot qui est en train de se dérouler. C'est ça ce que je voudrais que vous compreniez. On ne peut pas accepter qu'un homme, fût-il un génie, puisse désigner les 83 députés. C'est faux. Ça ne peut pas se faire. La situation que nous vivons et que nul n'ignore, nous avons décidé de rappeler à chacun le libellé de l'article 66 de notre Constitution qui fixe des limites politiques infranchissables en République du Bénin. Article 66. En cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de poisse quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel, engagement libre de défendre la démocratie et l'état de droit, quoi qu'il en peut nous en coûter, donnez la lettre le 18 février 2019. Le 19 février 2019, nous avons appelé le chef de l'État, M. Patrice Talon, à sa responsabilité en lui indiquant la voie prévue par la Charte africaine sur les élections, les accords de Bamako, de Dakar, de Lomé et surtout les exigences de la CEDEAO. Nous lui avons indiqué la voie qui se résumait en ceci. Réunir l'ensemble de la classe politique en vue de solutions consensuelles pour l'organisation dans un climat apaisé des élections législatives inclusives et crédibles. Le 6 mars 2019, date à laquelle le président de la République a reconnu l'impasse électorale, tout devait être mis en œuvre afin que la recherche du consensus se passe simultanément avec l'arrêt du processus électoral. Hélas, nous assistons à une comédie politique qui n'est rien d'autre que la carte du pourrissement. Au cours de la plénière du 22 mars 2019 à l'Assemblée nationale, un député, je ne vais pas lui faire la publicité en citant son nom, dans son intervention, je cite, a dit ceci, je cite. Si le consensus pour vous de la minorité, c'est que nous puissions remettre en cause ce que nous avons voté dans le code électoral, alors vous ne l'aurez jamais. Car nous n'allons jamais vous le concéder.
Fin de citation. C'est un député qui a dit ça. Je ne vais pas lui faire la publicité, mais il est bon que vous sachiez, je vais dire son nom. Je vais dire son nom. C'est le député Okunlola. Il faut que chacun soit mis devant sa responsabilité quand les choses vont arriver. Distraire les acteurs politiques nationaux, souffler le chaud et le froid avec la communauté internationale et sous-régionale, faire du dilatoire à l'Assemblée, tenir un double langage, d'une part avec le médiateur imposé, M. Mbeti, et d'autre part, radicaliser les positions de sa majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Voilà le tableau lugubre et pas sincère sur lequel joue le régime actuel et ses soutiens au Parlement. Pendant ce temps, que fait l'opposition? L'opposition joue la carte de la franchise et du dialogue dans un contexte où la mouvance présidentielle russe prépare le pays pour notre pays. L'opposition demande que les accords internationaux dont nous sommes partis soient respectés. La CEDEAO a dit ça. Le représentant de Guterres, le doyen Chambas, a dit ça. Tous les traités disent ça. Même une mission envoyée par le président du Nigeria a dit ça. Il faut la paix. Tout le monde demande la paix. Tout le monde demande la paix. Des appels et des mots d'ordre populaires. Et j'en viens maintenant. Nous allons lancer des appels et des mots d'ordre populaires de résistance nationale. Ces appels et ces mots d'ordre de résistance nationale et populaire seront lancés sans autorisation, en fonction de notre appréciation de l'évolution de cette impasse électorale et de cette crise préélectorale occasionnée de toutes pièces par le pouvoir de la rupture. Je suis en train de suivre. Et en son temps, quand je vais évaluer la situation, j'informerai les forces de l'opposition qui veulent suivre mon chemin. J'en parlerai avec les forces du parti FCBE. J'en parlerai avec certaines forces du pays. Et je n'informerai personne d'autre. Je lancerai le mot d'ordre. Et advienne que pourra. Donc, je précise bien ma pensée. Des appels et des mots d'ordre populaires de résistance nationale seront lancés sans autorisation en fonction de notre appréciation de l'évolution de cette impasse électorale et de cette crise électorale occasionnée de toutes pièces par le pouvoir et de la rupture. En effet, aujourd'hui, 27 mars 2019, il y a 2 ans, enfin j'allais dire, aujourd'hui, 27 mars 2019, il y a 2 ans que, redoutant les conséquences dommageables de ce qui se complote, j'ai décidé de m'en séparer, mais également de le combattre. Ça fait 2 ans que j'ai démissionné. Mais je n'ai pas démissionné pour aller m'asseoir. Contrairement à ce que pensent certains, je suis sorti du gouvernement le 27 mars. Personne ne m'a chassé. Je suis sorti de moi-même. Parce que ce n'est pas ce qu'on a dit. Je ne peux pas comploter contre la démocratie, contre l'état de droit. C'est tout. Et je suis parti. Je me suis organisé. J'ai fait un congrès très brillant le 3 juin. Un conseil national le 7 octobre de la même année 2017. Puis des thèmes évocateurs. Le 3 mars, c'était crédibilité, intérêt général, confiance publique. Crédibilité, confiance publique, s'engager pour l'intérêt général. Congrès magnifique, riche en couleurs. Le 7 octobre, Conseil national à Abomey. J'ai dit mieux s'organiser pour mieux défendre la population. Et depuis toujours, je fais des déclarations, je précise ma pensée. Il y a 1 an, j'avais mis en garde contre ce qui se passe à la Sénat. Voilà quelque chose que j'ai oublié de mettre. La Sénat, par exemple. La Sénat, vous savez, il y a eu un audit de contrôle de gestion à la Sénat. Et paraît-il que des hommes à la Sénat sont soupçonnés de mauvaise gestion. Il y a un maniement de cet audit-là pour influencer la liberté, l'autonomie, le libre arbitre des gens de la Sénat. On ne comprend pas.
Comment on dit qu'il y a des fautes mineures et qu'il y a des fautes majeures? Le même Sénat qui dit nous allons étudier les dossiers sans état d'âme. Ils étudient avec état d'âme, mineur et majeur. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux ce qui se passe. Donc, c'est dans ces conditions que nous devons aussi revenir. Je vais revenir la semaine prochaine sur le cas Sénat. Mais ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est de dire aux gens, si demain, après-demain, s'ils se comportaient mal, ils verront le peuple en face. D'une manière ou d'une autre, sans avis. Ça peut être le peuple compact, ça peut être le peuple diffus. On va adopter toutes les stratégies que commanderont leur forfaiture. On peut aller en masse, on peut aller selon nos stratégies. De toutes les façons, je prendrai la direction des opérations et je ne me cacherai pas. Ça fait 2 ans que je redoutais, mais je voudrais vous dire que j'ai décidé de combattre cela. Mais je vais vous dire également le sens de mon combat. Mon combat n'est dirigé contre personne. Certains pensent que mon combat est un combat de personne. Non, je suis un être humain comme tout le monde. Dans ma vie privée, je suis gentil et cool. Ceux qui me fréquentent me connaissent. Mais quand je suis dans l'arène, je n'ai ni amis ni ennemis. J'ai les faits. J'ai les faits, j'ai les rapports de force. Si les rapports de force me demandent de rester avec FCBE, je le resterai. Si les rapports de force me demandent de ne pas rester avec RB, je ne resterai pas. Si mes rapports de force disent de rester avec Patrice Talon, je resterai. Mais si Patrice Talon transforme ce qu'on a dit en autre chose, et veut transformer la démocratie en démocrature, s'il fait des choses qui ne sont pas bien, je ne resterai pas. Je n'ai pas d'amis ni d'ennemis dans l'arène. Dans l'arène, il y a les faits, il y a les recommandations de l'intérêt général. C'est tout. Je n'ai pas d'état d'âme, je n'ai pas de problème. Donc, mon problème, mon combat n'est dirigé contre personne. C'était parce que j'ai contribué à faire venir Patrice Talon. Même s'il est en train de faire pire que l'ancien régime, je vais dire, je vais le soutenir. Pourquoi? Pourquoi? S'il fait pire que l'ancien régime, c'est que je vais le combattre de manière plus grave que j'avais combattu l'ancien régime. C'est ça le problème. Il n'y a pas de demi-mesure. Certains vont jusqu'à me reprocher en disant oui, restez là, vous allez manger. Mais je ne suis pas un poulet. Je suis un être humain. Je suis un homme de raison. Donc j'explique toutes ces choses-là pour vous dire que je ne suis pas d'accord. Ce qui m'oppose au chef de l'État, M. Patrice Talon, est très simple.